Je suis Olivia Wells, 34 ans, et je n'aurais jamais pensé entendre ces mots de la part de ma propre mère. Ne viens pas pour Noël, a-t-elle dit, si calmement, comme si sa fille était aussi simple qu'annuler une réservation pour le dîner. Le choc ne s'était même pas encore estompé lorsque mon frère, Jake, a renchéri, on fera semblant de ne pas te connaître. Alors je suis resté seul à la maison ce Noël-là, pansant mes blessures avec du chocolat à prix réduit et des films Hallmark. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Un avocat. Maintenant, ma famille n'arrête pas de m'appeler. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, aimez et abonnez-vous, et préparez-vous au drame familial qui a tout changé. Grandissant à Burlington, Vermont, je croyais que nous étions la famille américaine de classe moyenne par excellence. Maman enseignait la 2e année à l'école primaire locale. Papa travaillait comme comptable dans une petite entreprise. Et mon frère, Jake, et moi nous battions pour la télécommande comme des frères et sœurs normaux. Notre maison coloniale à 2 étages avec la clôture blanche avait l'air parfaite sur les cartes de Noël que maman insistait pour envoyer chaque année. Mais avec le recul, les fissures étaient toujours là, juste sous la surface brillante de la photo. D'aussi loin que je me souvienne, Jake recevait la part du lion de l'attention. Quand il marquait un but dans son match de football en ligue mineure, maman l'emmenait manger de la glace. Quand je gagnais le concours d'orthographe 3 années de suite, maman hochait simplement la tête et disait « C'est bien, Olivia ». Papa me faisait parfois un clin d'œil ou me serrait l'épaule, sa reconnaissance silencieuse qu'il remarquait, mais il ne s'opposait jamais ouvertement à maman. Malgré le terrain de jeu inégal à la maison, j'ai excellé académiquement. J'ai obtenu une bourse complète à l'université de Boston, tandis que Jake a à peine obtenu son diplôme de lycée. Maman expliquait ses mauvaises performances. Jake n'est pas aussi intelligent que toi, Olivia. Il a d'autres talents. Ses autres talents comprenaient apparemment boire de la bière et jouer à des jeux vidéo, mais j'ai gardé cette observation pour moi. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une firme de marketing respectée à Boston. En 5 ans, je gérais ma propre équipe et j'avais économisé assez pour une mise de fonds sur un petit condo. Pendant ce temps, Jake alternait les emplois, vivant dans le sous-sol de nos parents jusqu'à l'âge de 27 ans. Quand il a finalement déménagé, mes parents ont co-signé son bail d'appartement et, comme je l'ai découvert plus tard, ont payé la moitié de son loyer chaque mois. Ma mère maîtrisait l'art de la manipulation subtile. Elle ne critiquait jamais ouvertement mes choix, mais ses soupirs déçus et ses commentaires je dis juste ça laissait des traces. Quand je refusais une invitation à dîner, je suppose que ta carrière est plus importante que la famille. Quand je choisissais de partir en vacances avec des amis au lieu de venir les voir, on ne sera pas là pour toujours, tu sais. Ces voyages de culpabilité étaient des billets de première classe pour l'épuisement émotionnel. Papa restait le pacificateur, la Suisse de nos dynamiques familiales. C'est comme ça, ta mère, disait-il lors de nos rares conversations privées. Elle veut bien faire. Je me demandais souvent s'il le croyait vraiment ou si c'était simplement plus facile que d'affronter la vérité. Jake absorbait la vision du monde de notre mère comme une éponge. À mesure que nous entrions dans l'âge adulte, son sentiment de droit grandissait parallèlement à son ressentiment envers moi. Mon indépendance semblait l'offenser personnellement. Ça doit être bien d'être parfaite, Olivia, disait-il avec un rictus lors des réunions de famille. Certains d'entre nous vivent dans le monde réel. Action de grâce dernier a marqué un tournant. Je suis arrivé avec une bouteille de vin et ma sauce au canneberge maison, déterminé à maintenir l'harmonie des fêtes. Puis maman a annoncé qu'elle avait aidé Jake à verser la mise de fonds pour une nouvelle voiture ou une BMW élégante qui coûtait plus que mon salaire de première année. Quand j'ai demandé si c'était financièrement prudent, compte tenu de leur retraite approchante, le silence s'est fait à table. Eh bien, on n'a pas tous des boulots sophistiqués en ville, a lâché Jake. Certains d'entre nous se soucient encore de la famille, a ajouté maman, comme si mon succès professionnel était une trahison. J'ai posé ma fourchette. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Personne ne m'a aidé avec mes mises de fonds. Oh, c'est reparti avec l'histoire de la réussite par soi-même, a dit Jake en roulant des yeux. Maman a posé sa main sur le bras de Jake. Ne gâchons pas le dîner avec des histoires d'argent. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfant, fixant les étoiles phosphorescentes que j'avais collées au plafond à l'âge de 12 ans. Quelque chose avait changé. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à absorber leurs pics sans limite. Au cours des mois suivants, j'ai limité mes appels à la maison à 1 fois par semaine au lieu de tous les jours. J'ai refusé un week-end pour aider Jake à emménager dans son nouvel appartement.
J'ai commencé à dire non aux demandes de dernière minute de faire les 3 heures de route jusqu'au Vermont parce que maman avait vraiment besoin que je l'aide à organiser sa salle de bricolage ou que papa n'arrivait pas à installer sa nouvelle imprimante. Chaque limite que j'établissais semblait augmenter le ressentiment de ma mère. J'ai tout sacrifié pour vous, mes enfants, a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique particulièrement tendu. La moindre des choses que vous puissiez faire est d'être là quand on a besoin de vous. Malgré tout, j'espérais toujours la réconciliation. À l'approche de décembre, je nous imaginais assis autour du sapin de Noël, peut-être pas parfaitement heureux, mais au moins civils. J'ai demandé des congés au travail, acheté des cadeaux pour tout le monde, et j'ai même trouvé une vieille cuillère à pêche pour la collection de papa. Je croyais que la magie de Noël pourrait adoucir les aspérités de notre relation. Ma vie à Boston était devenue tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mon condo au 10e étage donnait sur la rivière Charles. Mon équipe au travail me respectait. J'avais cultivé des amitiés avec des gens qui célébraient mes succès au lieu de les envier. Ma meilleure amie, Mia, se demandait souvent pourquoi j'essayais encore si fort avec ma famille. Ils ont l'air toxiques, Liv, disait-elle pendant un brunch en novembre. Tu n'as pas à continuer à te mettre en feu pour les garder au chaud. Ce sont toujours ma famille, répondis-je, bien que les mots sonnent creux même pour moi. C'est compliqué. La famille devrait te construire, pas te démolir, insista Mia. Le sang n'excuse pas les mauvais comportements. J'ai changé de sujet, ne voulant pas admettre qu'elle avait peut-être raison. Noël arrivait. Les choses iraient mieux à Noël. L'appel est arrivé le 15 décembre, 10 jours avant Noël. J'emballais des cadeaux à ma table de salle à manger, Bing Crosby chantait dans mes haut-parleurs, un verre de lait de poule à portée de main. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. « Salut maman » ai-je répondu joyeusement. J'étais justement en train d'emballer ton cadeau. À propos de Noël, a-t-elle commencé, sa voix étrangement détachée. Nous avons pensé que ce serait peut-être mieux si tu ne venais pas cette année. Les ciseaux ont glissé de ma main, cliquetant sur le plancher de bois franc. Quoi? Pourquoi? Les choses ont été tellement tendues ces derniers temps. Nous pensions que tout le monde pourrait mieux profiter des fêtes si on faisait une pause avec tout ce drame. Drame? Quel drame? Ma gorge s'est serrée. Je t'ai à peine vu depuis Action de grâce. C'est exactement ce que je veux dire, Olivia. Tu as été tellement distante. Jake dit qu'il a l'impression de ne même plus pouvoir te parler sans que tu le juges. Comme appelé, la voix de mon frère est arrivée sur la ligne. Salut 6, pas de rancune, n'est-ce pas? On veut juste un Noël paisible. Peut-être l'année prochaine, quand tu seras dans un meilleur état d'esprit. Un meilleur état d'esprit, ai-je répété, abasourdi. Oui, tu sais, moins critique envers tout le monde. Maman et papa ne rajeunissent pas. Ils n'ont pas besoin de ce stress. On fera juste semblant de ne pas te connaître ce Noël, a-t-il ajouté avec un petit rire, comme s'il avait fait une blague. Ma mère a soupiré. Ne sois pas dramatique, Jake. Olivia comprend, n'est-ce pas, ma chérie? Ce n'est qu'un Noël. La conversation s'est terminée peu après. Je suis restée assise au milieu du papier cadeau et des rubans éparpillés, mes mains tremblantes. La cruauté désinvolte de tout cela m'a coupé le souffle. Il ne se contentait pas de ne pas m'inviter, il me blâmait pour ça. J'ai appelé mon père 1 heure plus tard, espérant obtenir une explication ou un soutien. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman vient de me dire de ne pas venir pour Noël. Sa voix semblait fatiguée. Ta mère pense que c'est pour le mieux, Libby. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais comment elle devient quand elle se sent critiquée. Et Jake traverse une mauvaise passe au travail. C'est juste plus facile comme ça. Plus facile pour qui? Pas pour moi. Ma voix s'est brisée. Essaie de comprendre. Parfois, il vaut mieux préserver la paix. En excluant ta fille à Noël, ai-je terminé dans ma tête. Il a soupiré. Je devrais y aller. Ta mère a besoin d'aide pour le dîner. Après avoir raccroché, je me suis servi un autre lait de poule, cette fois avec une généreuse touche de rhum. J'ai fait défiler les photos de Noël dernier. Maman rayonnante alors que Jake ouvrait la montre coûteuse qu'il lui avait offerte. Papa coupant la dinde. Moi souriant trop fort en arrière-plan. Avais-je imaginé que les choses allaient bien? Y avait-il des signes que j'avais manqués? Le lendemain matin, j'ai appelé Mia. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée après que j'ai expliqué.
C'est plus que foutu, Liv. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'ai été critique. Arrête ça tout de suite. Ils te manipulent. Viens chez moi pour Noël. Ma mère t'aime déjà plus que moi de toute façon. D'autres amis ont fait des invitations similaires quand ils ont entendu. Tout le monde était consterné en mon nom, ce qui m'a rassuré que je ne réagissais pas de manière excessive. Pourtant, le rejet m'a profondément blessé. Ce n'était pas la première fête douloureuse. Il y a 3 ans, maman a oublié de me dire qu'ils avaient changé le dîner de Noël à la veille de Noël, alors je suis arrivé pour les trouver en train de finir le dessert. Il y a 5 ans, la petite amie de Jack a reçu un bas personnalisé, tandis que le mien était toujours rangé parce qu'on ne pensait pas que tu amènerais quelqu'un. Mais cette exclusion pure et simple était sans précédent. À l'approche de Noël, j'ai pris la difficile décision de le passer seul. La réunion de famille de Mia ne ferait que souligner ce que j'avais perdu. Les invitations d'autres amis, bien que sincères, me semblaient de la charité. J'avais besoin d'affronter cette douleur de front et de trouver mon propre chemin. La dépression s'est installée lentement, puis tout d'un coup. J'ai arrêté de décorer à mi-chemin, laissant un sapin à moitié décoré dans mon salon. J'ai retourné la plupart des cadeaux que j'avais achetés. Mon appétit a disparu, et le sommeil est devenu insaisissable. J'ai fait de longues promenades dans Boston, regardant les préparatifs des autres familles avec un sentiment de vide dans la poitrine. Pourtant, j'étais déterminé à ne pas m'apitoyer. J'ai fait du bénévolat dans un refuge local la veille de Noël, servant le dîner à des personnes qui avaient des problèmes bien plus importants que des drames familiaux. J'ai prévu un marathon de films pour le jour de Noël, préparé un petit repas spécial pour moi-même et acheté une bonne bouteille de vin. Je créerai de nouvelles traditions. Je survivrai à cela. Puis sont arrivées les publications sur les réseaux sociaux. Les photos de Noël soigneusement sélectionnées par maman sont apparues sur Facebook le 25 décembre. La photo de famille traditionnelle devant le sapin incluait un visage que je n'ai pas immédiatement reconnu, Cindy Pearson, notre riche voisine dont le mari possédait la moitié des concessionnaires automobiles du Vermont. Elle se tenait là où j'aurais dû être, souriant entre mon frère et mon père. D'autres photos ont suivi, Cindy aidant maman dans la cuisine, Cindy ouvrant un cadeau, Cindy portant un toast au dîner. Chaque image était un coup de poignard. Je n'avais pas été non invité pour rendre Noël plus paisible, j'avais été remplacé. Des messages de la famille élargie ont afflué tout au long de la journée. Tu nous as manqué à Noël. J'espère que tu n'es pas malade, a envoyé ma cousine Amber. Ta mère a dit que tu devais travailler. C'est dur, a écrit mon oncle Steve. Il n'avait même pas dit la vérité sur mon absence. Quelque chose de plus profond se passait, quelque chose qui me nouait l'estomac d'une anxiété. Le jour de Noël s'est étiré devant moi comme un désert sans fin. Je me suis réveillé tôt, l'habitude me réveillant à 7 heures comme chaque 25 décembre depuis mon enfance. Le silence dans mon appartement était oppressant. Pas de voix excitées, pas d'odeur de brioche à la cannelle de maman, pas de froissement de papier cadeau. Je me suis forcé à suivre les mouvements de mon Noël solitaire prévu, café avec une touche de lait de poule, un appel vidéo avec Mia avant qu'elle ne rejoigne les célébrations de sa famille, pain perdu pour le petit déjeuner mangé en regardant La vie est belle, mes pieds chaussés de chaussettes posés sur la table basse. Mon téléphone a bipé constamment avec des textes de la famille élargie, tante Cheryl, tu nous manques. Ta mère dit que tu ne pouvais pas t'absenter du travail. Cousin Ryan, mec, Noël n'est pas pareil sans tes commentaires sarcastiques sur les cadeaux de Jack. Chaque message nécessitait une réponse, chaque réponse une décision, dire la vérité ou maintenir la fiction que ma famille avait créée. J'ai choisi une voie médiane, vous me manquez tous aussi. J'espère vous rattraper bientôt. Assez vague pour éviter les mensonges tout en empêchant les questions inconfortables. À mi-chemin de Miracle sur la 34e rue, la curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert Instagram pour voir d'autres photos du Noël de ma famille sans moi. Il y avait encore Cindy Pearson, ses bijoux en diamant brillant à la lumière alors qu'elle tenait un cadeau. La légende disait, tellement reconnaissante d'avoir Cindy parmi nous pour notre Noël familial cette année. Quelque chose dans les photos me dérangeait. Le salon avait l'air différent. La table d'appoint antique qui avait appartenu à ma grand-mère était partie, remplacée par un meuble en verre moderne. Le fauteuil inclinable de papa, usé mais aimé, avait disparu au profit d'un fauteuil en cuir élégant qui devait coûter des milliers. Mes parents n'avaient jamais été extravagants avec les meubles. Papa conduisait ses voitures jusqu'à ce qu'elles rendent l'âme, et maman découpait religieusement des coupons.
D'où venait l'argent pour ce relooking apparent de la maison? Plus inquiétant encore était une photo de Jake montrant ce qui semblait être une Rolex. Mes parents étaient à l'aise mais certainement pas assez riches pour une Rolex. Maman avait toujours insisté sur le fait qu'ils épargnaient agressivement pour la retraite. J'ai fait défiler leurs publications des derniers mois, voyant des motifs que j'avais manqués, voyage de week-end dans le Maine, une nouvelle télévision, la BMW de Jake. De petits changements individuellement, mais collectivement suggérant un changement financier important. Le réveillon du Nouvel An est arrivé sans contact de ma famille immédiate. J'ai envoyé un texte de groupe, bonne année. Je vous aime et vous me manquez tous. Aucune réponse. Le 2 janvier, j'ai essayé d'appeler maman. Directement sur la messagerie vocale. Le téléphone de papa a sonné mais est resté sans réponse. Je leur ai envoyé un email à tous les deux, tout va bien? Je suis inquiète pour vous. Rien. Mon inquiétude a commencé à dépasser ma douleur. Ce silence était sans précédent. Même pendant nos pires désaccords, maman finissait par appeler pour recommencer la dispute. Quelque chose s'était-il passé? Était-il malade? J'ai appelé Jake en dernier recours. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il répondu, sa voix froide. Pour m'assurer que tout le monde va bien. Personne ne répond à mes appels. On va bien. Juste occupé. Trop occupé pour répondre à un texte pendant plus d'une semaine? Il a soupiré dramatiquement. Écoute, maman pense que c'est mieux si on a un peu d'espace en ce moment. De l'espace par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas toujours à propos de toi, Olivia. Certaines choses sont simplement des affaires de famille. Je suis de la famille. Tu sais ce que je veux dire. Je dois y aller. Il a raccroché. Affaire de famille. La phrase a résonné dans mon esprit. Quelle affaire de famille m'excluait mais incluait Cindy Pearson? Le lendemain, Mia et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café. Je lui ai montré les photos, expliqué le silence. C'est bizarre, Liv. Vraiment bizarre. Elle a étudié les photos de Noël à nouveau. Qui est cette femme? Celle qui est à ta place sur toutes les photos? Cindy Pearson. Elle et son mari sont riches. Ils possèdent des concessionnaires, elle est au conseil d'administration de toutes les organisations caritatives dans 3 comtés. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Elle me donnait des barres de granola croquantes quand je vendais des biscuits de Girl Scout. Je détestais ces barres. Mia a froncé les sourcils. Et maintenant, elle joue la fille de substitution à Noël? C'est plus qu'étrange. Elle a hésité. Je déteste demander ça, mais y aurait-il de l'argent en jeu d'une manière ou d'une autre? Les nouveaux meubles, la Rolex, la BMW. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas exactement, mais quand les gens ont soudainement de l'argent et commencent à agir bizarrement, il y a généralement une histoire là derrière. Elle m'a serré la main. Peut-être que tu devrais vérifier si ton nom est sur des biens ou des comptes familiaux. Juste pour être sûr. J'ai ri. Mes parents ne me cacheraient pas d'argent. Ils sont beaucoup de choses, mais pas malhonnêtes. Même en disant cela, le doute s'est installé. Cette nuit-là, je me suis souvenu de quelque chose d'étrange de l'été dernier. Maman avait posé des questions sur mon nom légal complet sur d'anciens documents de propriété. C'est Olivia Ann Wells ou Olivia A. Wells? Je n'arrive jamais à me souvenir comment ils l'ont écrit sur ce vieux titre de propriété. Quand j'avais demandé de quel titre il s'agissait, elle avait changé de sujet. À l'époque, je n'y avais pas pensé. Maintenant, cela m'a glacé le sang. Janvier a fait place à février. Mon anniversaire est passé sans que ma famille le reconnaisse. Le silence est devenu une présence dans ma vie, un poids que je portais partout. Je me suis plongé dans le travail, prenant des projets supplémentaires pour remplir les heures du soir qui s'étiraient trop longtemps. J'ai commencé à consulter un thérapeute, essayant de défaire le nœud des émotions. Voudriez-vous avoir des contacts avec eux s'ils vous contactaient, a demandé le docteur Chen lors d'une séance. Je ne sais plus, ai-je admis. Je commence à me demander si je les ai jamais vraiment connus. L'anxiété et la confusion constante ont commencé à affecter mon sommeil, mon appétit, ma concentration. Un soir de fin février, je me suis retrouvé en larmes sur le sol de ma salle de bain à 3 heures du matin, serrant mon téléphone et fixant la dernière photo de famille que nous avions prise ensemble à Action de Grâce. Ça suffit, me suis-je murmuré. J'avais besoin d'aller de l'avant, avec ou sans eux.
J'ai supprimé le fil de texte familial, retiré les anniversaires de mes parents de mon calendrier, et rangé les photos exposées dans mon salon. S'il voulait de l'espace, il l'aurait complètement. L'appel est arrivé un mercredi début mars, alors que j'examinais les analyses de campagne avec mon équipe. Numéro inconnu, indicatif régional du Connecticut. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à m'excuser et à répondre. Est-ce Olivia Wells, a demandé une voix grave d'homme. Oui, qui est à l'appareil? Mon nom est Robert Harrington. Je suis avocat chez Caldwell, Harrington, et Pierce à Hartford. J'appelle concernant la succession d'Eleanor Wells. Ma grand-mère. Un frisson a parcouru mon corps. Ma grand-mère est décédée il y a 5 ans. Silence sur la ligne. Puis, Mademoiselle Wells, selon nos dossiers, Eleanor Wells est décédée le 12 novembre de l'année dernière. Le sol a semblé s'incliner sous moi. C'est impossible. J'aurais su. Il y aurait eu des funérailles. Je comprends que cela doit être choquant. Peut-être devrions-nous nous rencontrer en personne. Seriez-vous disponible pour venir dans nos bureaux à Hartford? 2 jours plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence aménagée avec goût, toujours engourdie par l'incrédulité. Monsieur Harrington, un homme distingué d'une 60aine d'années aux cheveux poivre et sel, a placé un dossier devant moi. Le certificat de décès de votre grand-mère, a-t-il dit doucement. Et la nécrologie publiée dans le Burlington Free Press. Le certificat l'a confirmé. Mamie Eleanor, décédée à 87 ans. La nécrologie était brève, mentionnant sa carrière d'enseignante, son amour du jardinage, et qu'elle était survécue par son fils, Michael Wells, son épouse Patricia, son petit-fils Jacob, et précédée dans la mort par son mari Richard. Aucune mention de moi, comme si je n'existais pas. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Pourquoi on ne m'a pas dit? Pourquoi n'étais-je pas aux funérailles? Monsieur Harrington a enlevé ses lunettes. Mademoiselle Wells, je vous ai contacté parce que je suis l'exécuteur testamentaire de votre grand-mère. Un testament qui vous nomme sa principale bénéficiaire. La pièce a tourné. Quoi? Eleanor Wells vous a laissé la majeure partie de sa succession. Sa maison à Burlington, ses investissements et la plupart de ses biens personnels. Il a glissé un autre document sur la table. Ceci est une copie du testament, mis à jour il y a 3 ans. J'ai parcouru le document, la signature familière de ma grand-mère en bas. Est-ce que ma famille sait cela? Oui, ils ont été informés immédiatement après son décès. Vos parents et votre frère ont contesté le testament en décembre, affirmant qu'Eleanor n'était pas en état de prendre des décisions éclairées lorsqu'elle a fait ses arrangements. Décembre. Quand ils m'ont non invité de Noël. Quand ils m'ont remplacé par Cindy Pearson. Quand ils ont commencé leur silence. Le tribunal a rejeté leur requête le mois dernier. Il y avait suffisamment de preuves que votre grand-mère était compétente, y compris des vidéos qu'elle a enregistrées spécifiquement concernant ses décisions. Vidéos? Monsieur Harrington a hoché la tête, tournant son ordinateur portable vers moi. Elle a demandé que vous les voyiez en privé. Je vais vous laisser un peu de temps. À l'écran, ma grand-mère était assise dans sa véranda, l'air plus fragile que dans mes souvenirs, mais avec les mêmes yeux bleus clairs. Olivia, ma chère enfant, a-t-elle commencé. Si tu regardes ceci, je suis parti. J'ai laissé des instructions à Robert pour te trouver, car je soupçonne que tes parents ne t'informeront pas correctement. Elle a souri tristement. J'ai observé comment ils t'ont traité au fil des ans. La distance qu'ils ont créée, le favoritisme envers Jack, la cruauté subtile déguisée en parentalité. J'aurais dû parler plus tôt, mais ton grand-père a toujours conseillé la patience dans les affaires de famille. Elle s'est penchée plus près de la caméra. Après la mort de Richard, j'ai vu les choses encore plus clairement. Tu as construit une belle vie selon tes propres termes, sans leur soutien. Tu me rends visite régulièrement malgré ton emploi du temps chargé. Tu appelles sans qu'on te le rappelle. Pendant ce temps, ta mère ne vient me voir que quand elle veut quelque chose, généralement de l'argent pour la dernière mésaventure de Jack. L'expression de ma grand-mère s'est durcie. J'ai décidé de te laisser ma succession, avec de petites exceptions pour les biens personnels que ton père pourrait vouloir. Ton grand-père et moi avons toujours vécu modestement, mais ses investissements ont bien marché. La maison est payée, et il y a plus qu'assez pour assurer ton avenir. Tes parents connaissent mes souhaits, mais je soupçonne qu'ils se battront.
Tiens bon, Olivia. C'est mon choix, fait avec un esprit clair et un cœur aimant. Des larmes coulaient sur mon visage alors que la vidéo se terminait. Une deuxième a commencé. Je devrais expliquer à propos de la maison, a continué mamie. Ta mère emprunte contre elle depuis des années, utilisant une procuration que j'ai imprudemment accordée quand j'ai eu ma prothèse de hanche. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes à mesure que les problèmes financiers de Jake s'aggravaient. Je l'ai découvert récemment. J'ai maintenant révoqué cette procuration et mis à jour mon testament, mais les dégâts sont considérables. J'ai demandé à Robert d'enquêter à fond. 3 autres vidéos ont suivi, mamie racontant des exemples précis démontrant sa lucidité mentale, mamie expliquant pourquoi elle n'avait laissé à Jake qu'un petit legs en espèces, mamie montrant la collection de bijoux anciens qu'elle voulait que j'aie, y compris sa bague de fiançailles. Lorsque Monsieur Harrington est revenu, j'arrivais à peine à parler. Il savait, ai-je finalement réussi à dire. Ils savaient qu'elle m'avait tout laissé et ils ont caché sa mort? Ils ont fait des funérailles sans moi. J'en ai peur. Lorsque nous n'avons pas pu vous localiser à l'adresse que nous avions dans nos dossiers, votre mère a affirmé que vous aviez déménagé à l'étranger. Ce n'est que lorsque notre enquêteur a trouvé vos coordonnées actuelles que nous avons appris la vérité. Le timing, ai-je murmuré. Ils m'ont non invité de Noël juste après avoir contesté le testament. Il a hoché la tête. L'audience initiale a eu lieu le 14 décembre. Le tribunal a exigé des déclarations financières familiales, qui ont révélé des transactions préoccupantes. Vos parents ont remortgagé leur maison et contracté des prêts importants. Votre frère a plusieurs cartes de crédit au maximum à leur nom, et ils utilisaient la maison de votre grand-mère comme garantie sans son consentement. Les pièces se mettaient en place. Les nouveaux meubles. La BMW de Jake. Les voyages de week-end. Correct. Nous avons gelé ces activités maintenant, mais des dégâts considérables ont été causés. Il y a aussi la question des biens personnels retirés de la maison après le décès de votre grand-mère mais avant que le tribunal ne scelle la propriété. La table d'appoint antique. Probablement d'autres pièces de valeur que je n'avais pas remarquées sur les photos. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. La maison et les biens restants vous sont transférés. Il y aura des considérations fiscales dont nous devrions discuter, et vous devrez décider quoi faire des activités financières non autorisées. Vous voulez dire porter plainte contre mes propres parents. L'expression de Monsieur Harrington était compatissante mais ferme. C'est entièrement votre décision, mademoiselle Wells. Mais ce qu'ils ont fait n'était pas seulement moralement discutable. C'était illégal. J'ai quitté son bureau avec un épais dossier de documents et un cœur plus lourd que lorsque j'étais arrivé. Ma grand-mère partit sans que j'aie pu lui dire au revoir. Ma famille révélée non seulement comme émotionnellement manipulatrice, mais potentiellement criminelle. Et moi, soudainement propriétaire de biens et d'investissements que je n'attendais jamais. Dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, j'ai sangloté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Pas seulement pour mamie Eleanor, bien que ce chagrin soit vif et récent. J'ai pleuré la famille que je croyais avoir, les parents que je croyais, malgré leurs défauts, m'aimaient. J'ai pleuré le frère qui avait joué à la poursuite avec moi dans le jardin avant d'apprendre à me haïr. Alors que je sombrais finalement dans le sommeil, mon téléphone s'est allumé avec une notification de texte. Ma mère. Il faut qu'on parle. Appelle-nous tout de suite. Puis un autre, tout ça est un malentendu. S'il te plaît, appelle. Et un autre, ton père ne va pas bien. Tu lui brises le cœur. Après des mois de silence, maintenant il n'arrivait plus à me joindre assez vite. Les textes ont continué toute la nuit et le lendemain matin. De maman, cet avocat ne comprend pas notre situation familiale. De papa, s'il te plaît, appelle, Libby. On peut tout expliquer. De Jake, bien joué, 6. Il faut toujours que tu sois la personne spéciale, n'est-ce pas? J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai rencontré Monsieur Harrington à nouveau pour signer les documents préliminaires. L'après-midi, je retournais à Boston, la réalité de mon héritage s'ancrant encore. La maison de mamie, évaluée à près de 400 000 $ malgré les prêts contractés. Des comptes d'investissement totalisant plus de 600 000 $. Des biens personnels, y compris des bijoux évalués à 75 000 $. Je n'avais jamais attendu une telle richesse, jamais planifié ma vie autour d'un héritage. Quand j'ai rallumé mon téléphone à la maison, il y avait 17 appels manqués et 32 messages textes. Ma mère avait même contacté Mia via Facebook, lui demandant de me faire appeler à la maison pour une affaire familiale urgente.
J'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé la ligne fixe de mes parents, mettant l'appel sur haut-parleur alors que je faisais les 100 pas dans mon salon. Maman a répondu à la première sonnerie. Olivia, Dieu merci. On a essayé de te joindre. Je sais qu'il y a eu un terrible malentendu avec la succession de ta grand-mère. Cet avocat se trompe complètement. Qu'est-ce qu'il se trompe exactement, maman? Que mamie est morte en novembre et que vous ne me l'avez pas dit? Que vous avez fait des funérailles sans moi? Que vous avez contesté son testament? Son ton a changé instantanément de préoccupé à défensif. Tu as été tellement occupé par ta carrière. On ne voulait pas te déranger. Et le testament? Ta grand-mère ne pensait pas clairement à la fin. Jake a eu tellement de difficultés. Elle aurait voulu l'aider si elle avait été elle-même. Elle a fait le testament il y a 3 ans. Elle était parfaitement lucide. Elle a même enregistré des vidéos expliquant ses décisions. Silence. Puis, vidéo? Quelle vidéo? Elle savait, maman. Elle savait pour les prêts, pour l'utilisation de sa maison comme garantie. Elle savait tout. C'est ridicule. Ton père avait procuration. Tout était parfaitement légal. Elle a révoqué cette procuration l'année dernière. Les transactions après cela étaient frauduleuses. Plus de silence. J'ai entendu des voix étouffées. Puis mon père est venu sur la ligne. Libby, écoute. Ta mère est bouleversée. Nous le sommes tous. Pouvons-nous s'il te plaît en parler en personne, en famille? Malgré tout, sa voix avait toujours le pouvoir de me toucher. Je ne sais pas, papa. S'il te plaît. Dimanche. Brunch au Hilton à Cambridge. Terrain neutre. Juste parler. C'est tout ce qu'on demande. J'ai accepté, contre mon meilleur jugement et les conseils de Monsieur Harrington. L'avocat a insisté pour m'accompagner mais attendrait séparément dans le hall de l'hôtel, disponible si nécessaire. Le dimanche est arrivé, froid et pluvieux, à l'image de mon humeur. Je suis arrivé tôt, j'ai réservé une table tranquille dans le coin du restaurant et j'ai commandé un café pour calmer mes nerfs. À précisément 11 heures, mes parents et Jake sont entrés. Maman semblait plus mince qu'à Action de grâce, la tension évidente dans les rides serrées autour de sa bouche. Papa semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois, les épaules voûtées. Jake, en revanche, portait toujours sa confiance arrogante comme un parfum coûteux, ainsi que ce qui semblait être une nouvelle montre de designer. Olivia, maman a hoché la tête sèchement en s'asseyant. Papa a tendu la main vers la table pour la mienne, mais je les ai gardées serrées autour de ma tasse de café. Tu as l'air bien, Libby. Jake a reniflé. Ouais, l'héritage lui réussit. Jake a averti papa. Un serveur est apparu pour prendre leur commande de boisson, offrant un répit momentané à l'attention. Une fois qu'il est parti, maman s'est penchée en avant. Nous devons discuter de cette situation en adulte, a-t-elle commencé. Ta grand-mère était confuse quant aux finances familiales. Ton père a aidé à gérer ses affaires pendant des années jusqu'à ce qu'elle révoque son autorité, un malentendu. Elle a signé des documents sans les lire correctement. Les vidéos suggèrent le contraire. Le sourire de maman s'est serré. Les personnes âgées sont facilement influencées. Qui sait ce que cet avocat lui a dit de dire? Elle a enregistré ces vidéos il y a plus d'1 an, maman. Avant qu'elle ne révoque la procuration de papa. Avant qu'elle ne découvre les prêts non autorisés. Non autorisés. Ton père et son fils. La famille est de la famille. Sa voix s'est légèrement élevée, attirant les regards des tables voisines. Elle l'a abaissé à nouveau. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. Parfois, cela signifiait aider Jake quand il en avait besoin. Et quand j'avais besoin d'aide. La question a jailli avant que je ne puisse l'arrêter. Tu as toujours été si indépendante, a dit rapidement papa. Si capable. Jake avait besoin de plus de soutien. Tu veux dire que Jake a exigé plus de soutien, ai-je corrigé. Et vous lui en avez donné, même quand cela signifiait voler mamie. Jake a claqué sa main sur la table, faisant vibrer les couverts. C'est reparti, petite miss parfaite. Tu penses que tu es tellement mieux que moi. Nouvelle flash, tout n'est pas servi sur un plateau d'argent. Je l'ai regardé incrédule. Qu'est-ce qui m'a été servi exactement? La bourse pour laquelle j'ai travaillé? Le travail que j'ai gagné? Le condo pour lequel j'ai économisé? Pendant ce temps,
tu as eu tous les avantages. Tuteur privé, camp sportif, mise de fonds pour voiture, subvention de loyer. Enfant, a interrompu maman. Ce n'est pas productif. Je ne suis pas une enfant, ai-je répondu. J'ai 34 ans, et je ne vois ma famille clairement pour la première fois que maintenant. Papa semblait peiné. Libby, on a fait des erreurs. On peut l'admettre. Mais on est toujours une famille. Sûrement on peut trouver une solution qui marche pour tout le monde. Quelle solution aviez-vous en tête, ai-je demandé, bien que je savais déjà. Maman a répondu. La maison de ta grand-mère est dans la famille depuis des générations. Elle devrait rester comme ça. Les investissements pourraient être divisés également entre toi et Jack. C'est juste. Juste, ai-je répété. Était-il juste de me cacher la mort de mamie? De faire ses funérailles sans moi? De faire semblant que je n'existais pas dans sa nécrologie? Tu es dramatique, a dit Jack. C'est toujours le spectacle d'Olivia. Non, je me suis levé, soudainement calme dans ma colère. Ça n'a jamais été le spectacle d'Olivia. Ça a toujours été le spectacle de Jack, avec maman comme productrice et papa comme sponsor silencieux. Eh bien, le spectacle est annulé. Assieds-toi, a sifflé maman. Les gens regardent. Laisse-les regarder. J'en ai fini de jouer pour cette famille. J'ai pris mon sac. Mamie a fait ses choix pour une raison. Je les honore. Papa a tendu la main vers mon bras. S'il te plaît, Libby. Ta mère et moi avons des difficultés. La maison, notre retraite? Vous auriez dû y penser avant de remortgager votre maison pour acheter une BMW à Jack. J'ai doucement retiré sa main. Mon avocat vous contactera pour récupérer les biens personnels de mamie qui ont été retirés de sa maison. Alors que je m'éloignais, maman m'a appelé. Si tu fais ça, si tu n'aides pas ta famille, n'espère jamais être accueilli de nouveau. Je me suis retourné à la porte. Vous m'avez déjà non invité de Noël, maman. Je pense que nous en sommes au-delà de l'accueil. Les retombées ont été rapides et généralisées. En quelques jours, les membres de la famille élargie ont commencé à prendre parti. Tante Cheryl a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère. Oncle Steve a suggéré un compromis pour la paix familiale. Cousin Ryan a envoyé un message disant qu'il n'aurait jamais pensé que je pouvais être si froide. Seule la sœur de mon père, tante Hélène, a tendu la main avec des sentiments différents. Eleanor m'a dit ce qu'elle prévoyait de faire, a-t-elle dit lors de notre appel. Elle était saine d'esprit et savait exactement ce qu'elle voulait. Ne les laisse pas te manipuler, Olivia. Pendant ce temps, mes parents ont lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne de diffamation. D'anciens amis de la famille m'ont contacté avec des préoccupations concernant mon état mental. Ma mère a écrit une publication vague sur Facebook sur la douleur quand les enfants se retournent contre les parents qui ont tout sacrifié pour eux, générant des dizaines de commentaires sympathiques. Jack est allé plus loin, m'envoyant des messages de plus en plus menaçants sur la loyauté familiale et comment je regretterais cette trahison. Quand j'ai bloqué son numéro, il a créé de nouveaux comptes de messagerie pour continuer son harcèlement. La pression était presque insupportable. Je me réveillais chaque matin avec un nœud à l'estomac, vérifiant mon téléphone avec appréhension. Mon thérapeute a suggéré une anxiolytique temporaire pour m'aider à traverser la tempête. Mia et quelques amis proches ont formé un cercle protecteur, filtrant les messages et gérant les appels quand je ne pouvais pas faire face à une autre confrontation. Malgré tout, j'ai lutté pour maintenir ma composure professionnelle au travail. Mon équipe a remarqué ma distraction, mon manque d'enthousiasme pour des projets qui normalement m'auraient excité. J'ai finalement fait confiance à mon chef, qui a répondu avec une compassion inattendue, approuvant des jours de congé personnels supplémentaires et me mettant en contact avec les ressources juridiques de l'entreprise. 6 semaines après la confrontation du brunch, j'ai atteint mon point de rupture lorsque Jack s'est présenté à mon bureau, faisant une scène dans le hall. La sécurité l'a fait partir, mais pas avant qu'il ne crie des accusations sur mon vol de biens familiaux. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui m'a semblé à la fois terrifiante et libératrice. J'établis des limites fermes par des voies légales. Monsieur Harrington a déposé une demande d'ordonnance de restriction contre Jack. Il a envoyé des lettres formelles de mise en demeure concernant les déclarations publiques de mes parents, et il a initié des procédures pour récupérer les biens retirés de la maison de ma grand-mère, avec l'option de porter plainte toujours sur la table. Il ne s'agit pas de punition, lui ai-je dit lors d'un appel. Il s'agit de protection. La mienne et les souhaits de ma grand-mère.
Je comprends, a-t-il répondu. Et pour ce que ça vaut, je pense qu'Eleanor serait fière de ta résolution. Pour la première fois depuis ce fatidique appel téléphonique de décembre, je me suis permis de croire que cela pouvait être vrai. Avril a apporté les premiers signes du printemps à Boston et de nouveaux développements dans ma saga d'héritage inattendu. Monsieur Harrington m'a mis en contact avec un conseiller financier spécialisé dans les richesses soudaines. Ensemble, nous avons créé un plan pour les comptes d'investissement qui honorait la nature pratique de ma grand-mère tout en assurant mon avenir. Pendant ce temps, les limites légales ont commencé à avoir l'effet escompté. Les messages menaçants de GEC ont cessé après l'ordonnance de restriction. La campagne sur les réseaux sociaux de mes parents s'est calmée suite aux lettres de mise en demeure. Le drame public s'est estompé, laissant de la place pour une guérison plus privée. J'ai commencé des séances de thérapie hebdomadaires, déballant des décennies de dynamique familiale avec le Dr Chen. Ce que vous vivez est une forme de deuil, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Pas seulement pour votre grand-mère, mais pour la famille que vous croyez avoir. Est-ce mal que parfois je me sente soulagé, ai-je demandé. Comme si un poids avait été enlevé? Ce poids était le fardeau d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Le soulagement est une réponse naturelle. À mesure que ma santé émotionnelle s'améliorait, j'ai pris des décisions concernant les biens tangibles que j'avais hérités. J'ai engagé un gestionnaire immobilier pour la maison de mamie, ne voulant pas encore la vendre, et également ne voulant pas vivre à Burlington si près de mes parents. Le gestionnaire a signalé d'importants biens manquants, confirmant mes soupçons sur ce qui avait disparu entre le décès de mamie et le transfert légal de la propriété. Par l'intermédiaire de son avocat, mon père a finalement accepté de rendre plusieurs pièces, la table d'appoint antique, la collection de livres de première édition de mamie, et une peinture d'un artiste local du Vermont qui avait été accrochée dans sa salle à manger. Chaque objet est arrivé soigneusement emballé, avec une note manuscrite de papa, je suis désolé, Libby, pour tout. Pas de signature, juste ces 6 mots qui m'ont à la fois touché et exaspéré. Les aspects pratiques de l'héritage ont apporté une structure, mais le paysage émotionnel est resté instable. Les réunions de famille élargies se profilaient comme des champs de mines potentiels. Les plans de vacances sont devenus des calculs compliqués. Même les conversations occasionnelles avec des connaissances pouvaient devenir gênantes si elles posaient des questions sur ma famille. Mon système de soutien s'est avéré inestimable pendant cette période. Mia m'a accompagné lors d'un difficile voyage de week-end à Burlington pour évaluer la maison de mamie. Mon collègue, Thomas, dont la propre famille l'avait renié lorsqu'il avait fait son coming out, a offert de la perspective et de l'humour noir. Mon groupe de course a fourni des exutoires physiques pour le stress émotionnel. Lentement, je me suis construit une famille choisie autour de moi. Fin mai, j'ai reçu un message inattendu de ma cousine Amber. Nous étions proches étant enfants mais nous nous étions éloignés à l'âge adulte. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle écrit. Ta mère a appelé ma mère pour essayer de la pousser à te faire pression à propos de l'héritage. Quand maman a refusé, ta mère a dit des choses horribles sur toi. Vraiment horribles, Liv. La mère d'Amber lui a finalement dit que peut-être le problème n'était pas moi du tout, mais la façon dont il m'avait traité. Elles ne se sont pas parlé depuis. C'était une petite victoire, mais significative. D'autres commençaient à voir ce que j'avais vécu pendant des années. Juin a apporté une autre surprise, un email de Cindy Pearson, la femme qui m'avait remplacé à Noël. Olivia, je vous dois des excuses. Je n'avais aucune idée que vous n'aviez pas été invitée au Noël familial. Votre mère m'a dit que vous aviez choisi de ne pas venir parce que vous étiez trop occupé par votre carrière. Je n'aurais jamais assisté si j'avais su la vérité. Plus dérangeant encore, j'ai récemment appris qu'il m'avait approché principalement en raison de mes relations avec des avocats spécialisés dans les successions. Je suis sincèrement désolé pour mon rôle involontaire dans cette situation douloureuse. L'email a confirmé ce que je soupçonnais. Mon remplacement avait été stratégique, pas seulement cruel. Mes parents avaient cultivé Cindy pour ses relations, espérant probablement qu'elle pourrait les aider à contester le testament de mamie. En juillet, j'ai été confronté à une décision majeure concernant l'héritage. Les prêts que mes parents avaient contractés contre la maison de mamie avaient considérablement déprécié sa valeur. La banque menaçait de saisie à moins que la situation ne soit résolue. Je pouvais rembourser les prêts, donnant essentiellement à mes parents l'argent qu'ils avaient essayé de prendre sans permission, ou je pouvais laisser la saisie se dérouler, perdant une partie importante de la valeur de la propriété mais évitant une autre connexion financière avec ma famille. J'en ai discuté avec le Dr Chen. L'un ou l'autre choix est valable, a-t-elle dit.
La question est lequel vous permet d'aller de l'avant avec le moins de regrets. Après mûre réflexion, j'ai remboursé les prêts, mais j'ai fait rédiger par Monsieur Harrington des documents en faisant un prêt officiel à mes parents, avec un intérêt minimal et une période de grâce de 5 ans avant que le remboursement ne commence. Ce n'est pas un pardon, ai-je expliqué lorsqu'il a remis en question la décision. Ce sont des limites. Je choisis le rôle que je veux que leurs problèmes financiers jouent dans ma vie à l'avenir. Alors que l'été avançait, j'ai commencé à utiliser de petites portions de l'héritage d'une manière qui honorait mamie Eleanor. J'ai créé une bourse à l'école primaire où elle avait enseigné pendant 30 ans. J'ai fait un don au jardin botanique où elle avait fait du bénévolat à la retraite. J'ai suivi un cours d'aquarelle, quelque chose qu'elle m'avait toujours encouragé à essayer. En août, ma mère a fait une dernière tentative de manipulation. Elle s'est présentée à mon condo sans préavis, plus mince que jamais et ayant l'air vraiment malade. « Tu es en train de tuer ton père », a-t-elle annoncé quand j'ai ouvert la porte. Sa tension artérielle est au plus haut. Son médecin dit que le stress pourrait lui provoquer une crise cardiaque d'un jour à l'autre. Pendant un instant, l'ancienne culpabilité a menacé de me submerger. Puis je me suis souvenu des mots du docteur Chen sur la responsabilité émotionnelle. « Je suis désolé que papa n'aille pas bien », ai-je dit calmement, mais je ne suis pas responsable de sa santé ni de ses choix. Comment peux-tu être si froide après tout ce que nous avons fait pour toi? La question m'a prise au dépourvu, non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce que j'avais soudain une clarté parfaite sur la réponse. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, maman? Vous avez fourni les nécessités de base, oui. Mais l'amour? Le soutien? La célébration de mes réalisations? La reconnaissance de ma valeur? Quand avez-vous donné cela librement, sans condition ni comparaison? Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Nous t'avons tout donné. Non. Vous avez tout donné à Jack. Vous m'avez donné des obligations et des critiques déguisées en parentalité. Ce n'est pas vrai. Nous t'avons toujours aimé. Nous l'avons juste montré différemment parce que tu étais plus forte. Je n'étais pas plus forte. J'ai juste appris tôt que je ne pouvais pas compter sur vous, alors j'ai construit ma force par nécessité. Son visage s'est durci. Si c'est ainsi que tu choisis de voir ton enfance, je n'ai rien à dire. Vous avez raison. J'ai tenu la porte. S'il vous plaît, ne venez plus ici sans appeler d'abord. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai appelée. Si papa a vraiment besoin de soins médicaux, j'espère qu'il les aura. Mais n'utilisez plus sa santé comme une arme contre moi. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue, et probablement la dernière pendant très longtemps. Septembre a marqué 9 mois depuis le rejet de Noël et 6 mois depuis que j'ai appris mon héritage. À l'approche de l'anniversaire du décès de mamie, j'ai pris une décision qui m'a semblé à la fois terrifiante et nécessaire. J'allais utiliser une partie de l'héritage pour créer la fondation Eleanor Wells pour l'équité éducative, offrant des ressources aux étudiants de première génération. Elle croyait que l'éducation était le plus grand cadeau, ai-je dit à l'avocat qui m'aidait à mettre en place la fondation, et elle aurait voulu que son héritage ouvre des portes à d'autres comme elle a toujours essayé de les ouvrir pour moi. Alors que l'été s'estompait en automne et qu'une autre saison des fêtes approchait, je me suis retrouvé à réfléchir aux profonds changements de l'année écoulée. La famille que j'avais tant désiré satisfaire était maintenant largement absente de ma vie. L'héritage que je n'attendais jamais m'avait donné non seulement une sécurité financière, mais aussi une liberté douloureuse. La grand-mère que j'avais aimée m'avait protégé une dernière fois, d'outre-tombe. Je n'étais pas assez naïf pour croire que le drame était définitivement terminé. Les ruptures familiales ont une façon de se réactiver pendant les fêtes, les maladies et les événements importants de la vie. Mais pour la première fois depuis cet appel téléphonique de décembre, je me sentais préparé à tout ce qui pouvait arriver. J'avais créé des limites, construit un système de soutien et repris mon pouvoir. Alors que j'accrochais le petit tableau d'aquarelle de mamie dans mon salon, le dernier de ces biens personnels que j'avais choisi de garder, j'ai murmuré « Merci de m'avoir vu » quand eux ne le pouvaient pas. Un an après l'appel téléphonique qui a tout changé, j'étais debout dans ma cuisine fraîchement rénovée, remuant du cidre chaud pour le Noël de famille choisi que j'organisais. Mia arrangeait des biscuits sur un plateau pendant que Thomas testait les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées autour de mon salon. En arrière-plan, Nat King Cole chantait à propos de châtaignes grillant sur un feu ouvert. « Besoin d'aide avec ce cidre ?» a demandé Eric, l'architecte gentil avec qui je sortais depuis 3 mois, la première relation dans laquelle je me sentais assez saine émotionnellement pour me lancer depuis l'implosion familiale. « Juste ton avis d'expert sur l'équilibre des épices ?» ai-je souri, lui offrant un avant-goût. Alors que nos invités arrivaient,
Apportant des plats, des cadeaux et des rires, je me suis émerveillé de tout ce qui avait changé en 12 mois. L'héritage m'avait donné une sécurité financière, oui, mais la véritable transformation avait été interne. La fondation Eleanor Wells avait été lancée avec succès, attribuant ses premières bourses à 5 étudiants méritants. La maison de mamie était devenue une propriété locative génératrice de revenus, dont les recettes finançaient en partie la fondation. Les comptes d'investissement restaient largement intacts, un filet de sécurité dont j'étais reconnaissante mais que je ne me définissais plus. Mon parcours de guérison par la thérapie avait été difficile mais transformateur. Le docteur Chen m'avait aidé à reconnaître des schémas que je n'avais jamais vus clairement auparavant, comment je cherchais la validation par l'accomplissement, comment je m'excusais pour des succès qui menaçaient les dynamiques familiales, comment j'acceptais des miettes d'affection et appelais cela de l'amour. Le plus difficile était d'accepter qu'il ne changerait peut-être jamais. J'ai dit à mes amis, alors que nous nous rassemblions autour de la table de salle à manger, que la relation que j'espérais toujours n'existerait peut-être jamais. L'acceptation ne signifie pas l'approbation, m'a rappelé Thomas, en passant la purée de pommes de terre. Cela signifie juste que tu arrêtes de te battre contre la réalité. La réalité était que mes parents et moi restions éloignés, bien que la nature de cet éloignement ait évolué. Les messages hostiles avaient cessé, la campagne sur les réseaux sociaux s'était éteinte. Maintenant, il y avait simplement le silence, interrompu par des communications formelles occasionnelles par l'intermédiaire d'avocats. Jake avait déménagé en Floride pour un emploi dans l'un des concessionnaires du mari de Cindy Pearson, une ironie finale qui aurait pu autrefois blesser mais qui maintenant ne suscitait qu'un sourcil levé. Papa avait effectivement eu des problèmes de santé, bien que pas la crise cardiaque imminente que ma mère avait prédite. Selon tante Hélène, il avait de bons et de mauvais jours, exprimant parfois des regrets sur la façon dont les choses s'étaient déroulées. Ma mère restait inchangée, du moins extérieurement. Elle maintenait toujours que j'avais abandonné la famille, et non l'inverse. Elle parlait toujours de ma trahison à quiconque voulait bien l'écouter, mais moins de gens écoutaient maintenant. « Penses-tu que tu te réconcilieras un jour ?» a demandé Eric plus tard ce soir-là, alors que nous faisions la vaisselle côte à côte après le départ de nos invités. « Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je suis ouverte à cela, mais seulement avec des limites et une reconnaissance. Je ne peux pas revenir à faire semblant. C'était peut-être le plus grand cadeau de cette année douloureuse, la liberté du prétendu. Je n'avais plus à minimiser ma douleur pour préserver la paix. Je n'avais plus à réduire mon succès pour éviter la jalousie. Je n'avais plus à gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel. Les petits actes de pardon étaient venus progressivement, non pas pour leur bien, mais pour le mien. J'ai pardonné la faiblesse de mon père, bien que je ne puisse l'oublier. J'ai pardonné l'arrogance de Jake, reconnaissant qu'elle était en partie cultivée par nos parents. J'ai même pardonné la manipulation de ma mère, comprenant qu'elle découlait de ses propres blessures non guéries. Mais le pardon ne signifiait pas la restauration. Il n'effaçait pas les conséquences. Cela signifiait simplement que je me libérais de l'amertume qui menaçait de corroder mon propre cœur. Mamie Eleanor avait compris cette distinction. Ces vidéos révélaient une femme qui aimait profondément sa famille mais reconnaissait clairement leurs défauts. Elle avait suffisamment pardonné les trahisons financières pour maintenir des relations mais pas assez pour permettre une exploitation ultérieure. Elle avait trouvé l'équilibre que je cherchais maintenant. L'héritage qu'elle m'a laissé allait bien au-delà de l'argent et de la propriété. Elle m'a légué sagesse, courage et la validation que j'avais toujours désirée mais rarement reçue. Elle m'a montré que l'amour ne nécessite pas une compréhension parfaite mais exige un respect élémentaire. Elle a démontré que les limites ne sont pas punitives mais protectrices. À l'approche du nouvel an, j'ai fixé des intentions plutôt que des résolutions. Je continuerai à construire des relations significatives basées sur le respect mutuel. Je cultiverai la gratitude pour la famille choisie qui me soutient. J'honorerai l'héritage de ma grand-mère par l'intermédiaire de la fondation et en vivant authentiquement. Plus important encore, je me rappellerai que l'héritage le plus précieux n'est ni l'argent ni la propriété, mais le respect de soi et la clarté du but. Personne ne peut contester ce testament. Personne ne peut diminuer cet héritage. Si vous êtes resté avec mon histoire jusqu'à maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà dû établir des limites avec des personnes que vous aimez? Comment avez-vous équilibré l'autoprotection avec la compassion? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cela a résonné en vous. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent la voir clairement. Merci de m'avoir écouté, et puissiez-vous trouver la paix dans votre propre parcours familial, quelle que soit la forme qu'il prenne.